Alors, normalement, si vous arrivez à accéder à Moodle, le document est tout en bas dans le module 11. Il n'y a qu'un seul document. Il s'intitule Classe et objets. Moi, de mon côté, je vais donc vous l'afficher sur mon partage et on va pouvoir le regarder. Vous l'aurez éventuellement, euh, de toute façon, quand vous pourrez enfin accéder à Moodle, parce que j'ai l'impression que vous devez avoir beaucoup de difficultés à le faire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut? Ici, notre thème, c'est ce qu'on va parler de classe et d'objets. Ici, une classe, on va le voir, une première définition. La classe, c'est quelque chose que vous allez beaucoup travailler en deuxième session. Et ça deviendra pour vous un outil essentiel pour le reste de votre formation en informatique. La classe, on peut le voir d'une manière très, très, très simple, là, une première définition qui est incomplète, mais que vous verrez une définition plus complète à la prochaine session. Alors, une première définition de la classe, on pourrait la voir comme un ensemble d'informations qui est cohérent entre elles. Alors, par exemple, et qui représente une information plus complexe. Bon, je donne un exemple. Imaginons que je vous demande de me définir une variable qui représenterait une automobile. Est-ce que vous êtes capable de me trouver un type de variable que vous connaissez, que nous avons utilisé, qui permet de définir ce qu'est une automobile? Est-ce que il y a quelque chose qui vous vient en tête? Est-ce qu'on est capable de représenter une automobile par un int? Est-ce qu'on est capable de représenter par un float, par un bool, par un char, par un string? Bon. Tous ces types de données que je viens de vous présenter, vous lancer les uns à la suite des autres, sont des types très, très pratiques, mais ils ne permettent pas de représenter une information complexe. Ils permettent de représenter ce qu'on appelle des informations scalaires ou des informations relativement simples. Lorsqu'on va avoir besoin de représenter quelque chose de plus complexe, eh bien, là, il va nous falloir dire, ben oui, mais cette chose plus complexe, je ne peux pas la représenter par une variable simple. Bon. Alors, par exemple, on va juste aller un peu plus loin dans le document et on va voir qu'on va être capable de présenter des variables complexes, mais avec une classe en assemblant de l'information. Donc, il faut voir la classe, pour l'instant, comme un moyen de rassembler une série d'informations pour contenir quelque chose de plus complexe. Bon. Alors, moi, je donne un exemple ici. Imaginons que je vais définir, bon, une voiture, c'est complexe. Alors, si je veux définir une voiture, qu'est-ce que je pourrais avoir en tant que tel comme information dans ma voiture? Bon, je pourrais avoir le nombre de portes, je pourrais avoir la couleur, je pourrais avoir la cylindrée du moteur, je pourrais avoir le nombre de places, je pourrais avoir toutes sortes de critères. Est-ce que c'est une voiture électrique? Est-ce que c'est une voiture à essence? Est-ce que c'est une voiture hybride? Je pourrais avoir toutes sortes d'informations qui vont me permettre de définir ma voiture. Mais je vais, en tant que tel, devoir les assembler ensemble pour être capable de représenter une voiture. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une manière de créer un type en C# qui représente une information plus complexe. Bon. D'abord, on va voir que on appellera ça une classe. C'est le nom qu'on va donner à ce nouveau type. Une classe, on va créer par exemple la classe voiture, la classe personne. Bon. Une classe, déjà en partant, on va voir que ça se compose de deux éléments. Alors là, je vais passer au tableau, puis on va essayer de peu imaginer d'essayer de comprendre ce que je veux dire.
OK. Bon. Alors, messieurs, imaginons que nous avons, je vais récupérer un morceau de craie de plus. Imaginons que nous souhaitons définir une voiture, un véhicule quelconque. On va commencer par une voiture. Alors donc, si je veux définir ce que j'appellerais ma classe voiture, on va voir que je vais avoir besoin de définir deux choses. Je pourrais définir finalement les informations, ces caractéristiques, d'un côté. Alors, les caractéristiques d'une voiture, je pourrais dire, par exemple, ah oui, les caractéristiques, on va leur donner un nom, on va appeler ça pour l'instant, des attributs. Ça, c'est le terme technique. Alors, mes attributs d'une voiture. Bon, je pourrais très bien dire la marque. Je pourrais parler du fabricant. Je pourrais parler de la cylindrée. La taille du moteur, si vous préférez. Je pourrais parler de plein de choses qui définissent ma voiture. Et ma voiture également, elle est capable de faire des actions. Elle est capable de faire des choses. Hein? Alors donc, elle a ses actions qu'elle est capable de faire. Les actions, on va les appeler des méthodes. On pourrait aussi les appeler des fonctions. Ah, ça nous dit quelque chose. Hein? On pourrait aussi les appeler des fonctions, mais on va préférer, quand on va parler d'une tâche, on va parler le terme méthode. Une méthode, c'est donc une fonctionnalité. Tiens, si vous préférez au terme d'action, on va utiliser fonctionnalité. Bon. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va définir qu'est-ce que ça peut faire une voiture. Bon, ça peut avancer, ça peut tourner, etc. Bon. Lorsqu'on va définir une classe, on va voir qu'on sera capable, ça ce sera plutôt à la prochaine session, on va être capable de définir autant ses caractéristiques, ce qu'elle est capable, ce qu'elle est, les informations qui la composent, et les fonctionnalités qui sont qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Bon, alors donc ça va être intéressant. Des classes, vous en avez utilisé jusqu'à présent. Par exemple, vous avez utilisé la classe random. Mais la classe random, elle a des capacités. C'est une classe, c'est un type qui a des caractéristiques et qui a des fonctionnalités. Bon. Alors là, on va prendre un autre exemple maintenant. Imaginons qu'on va définir une personne. Bon. Alors, on va aller retourner ça au document, mais une personne, on va voir qu'on est capable de la définir autant par ses caractéristiques que par ses méthodes, ses attributs que par ses méthodes. Par contre, pour l'instant, pour cette session, nous allons nous concentrer sur les caractéristiques de la classe.
et comment est-ce qu'on va faire en sorte d'y accéder. Alors, reprenons au document. Bon. Bon. On va parler, quand on parle d'une classe, nécessairement, on a dit, bon, une classe se compose des attributs et des méthodes. Les attributs, on peut les voir comme des données, comme des informations sur l'objet, sur notre classe. Alors, par exemple, si je parle d'une voiture, je vais aider quelques exemples. Je pourrais parler, par exemple, une personne. On aurait pu définir une personne par son nom, son prénom, son âge, etc. Bon, ça, ce sont des informations, ce sont des caractéristiques. Bon. Alors, en programmation, surtout lorsqu'on va tomber dans ce qu'on appelle la programmation orientée objet à la prochaine session. Bon, la programmation orientée objet, c'est le paradigme de programmation le plus actuel. C'est-à-dire, c'est la plupart des programmes s'écrivent actuellement dans ce paradigme-là, dans cette façon de faire les choses. Bon. Alors, dans le paradigme objet, on prétend que lorsqu'une classe définit des caractéristiques, ces caractéristiques ne sont pas nécessairement... certaines de ces caractéristiques sont publiques, peuvent être connues de l'extérieur, d'autres peuvent être privées et inconnues, et qu'on doit donc faire gérer l'accès à nos caractéristiques. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que je définis une personne. Il y a des choses que quand on voit d'une personne, on est capable de connaître, qu'on n'a pas besoin de... C'est facile à savoir. Par exemple, le nom d'une personne, son prénom, c'est facile, c'est normal de les connaître. Hein? Par exemple, quand moi je reçois ma liste d'étudiants, je reçois les noms des personnes. Bon. Par contre, il y a des caractéristiques qui qui ne sont pas accessibles de l'extérieur. Par exemple, je ne sais pas, moi, je peux pas, si on veut connaître, je ne sais pas, votre rythme cardiaque, ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement connu de l'extérieur. Hein? Je peux être capable de savoir votre couleur de cheveux en vous regardant, mais je ne peux pas savoir votre pression. Bon, alors ce genre de détails-là, donc, si on voit une personne, il y a des détails qu'on appelle privés qui, pour les connaître, il faudrait faire des actions particulières. Bon, ici, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on va parler en informatique d'une classe, on va parler d'informations qui sont accessibles de l'extérieur de la classe, alors, par exemple pour un programme qui utiliserait une classe, et on va parler d'informations qui ne le sont pas. Bon. Alors, c'est là que ça nous amène au principe d'encapsulation. Le principe d'encapsulation, c'est ce qui va permettre, on va le voir comment c'est implanté, de dire une classe permet aux autres de connaître certaines choses et conserve d'autres informations pour elle-même. On va aller tout de suite au niveau de la syntaxe parce qu'on pourrait parler en théorie des classes pendant longtemps, mais c'est bien d'être capable de comprendre ce qu'on fait. La classe en elle-même, bon, ça va se présenter d'une manière relativement simple. On va voir que, bon, si je pars un petit programme en même temps, bon, mon programme, je vais m'arranger qu'il n'occupe pas toute ma
tout mon écran. Voilà, on va le mettre en... Voilà. Bon, alors, si je suis ici, j'ai une classe, bon, j'ai ma classe programme. Je pourrais, par exemple, me créer à l'intérieur de ma classe programme, juste au-dessus, dire, tenez, je vais avoir une autre classe. On verra comment on va l'écrire tout à l'heure. Bon. Alors ici, donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va nécessairement avoir le mot classe et un identificateur de classe. Bon, on va commencer par une classe. En particulier, on va utiliser la classe point. Bon. La classe point, bien, elle va me servir à contenir un point. Un point dans une coordonnée cartésienne. Bon. Un point, ça se définit par combien d'informations? 2. Allez, Omar. Combien d'informations? 2. 2, je pense. Oups, excuse-moi, j'ai oublié de mettre mon écouteur. Bon, on recommence. Alors, Omar, combien il y en a d'informations? 2, je pense. Deux, exactement. Alors, habituellement, c'est des informations qu'on leur donne des noms très précis. Hein? On leur dit, bon, ben, normalement, lorsqu'on a un point, on dit on a un X et on a un Y. Normalement, c'est ce qu'on vous a appris dans un monde à 2 dimensions, coordonnées cartésiennes. Bon. Alors ici, je vais donc vouloir dire, tout d'abord, ben, j'ai besoin d'un point. Alors là, je commence. OK. Ma classe point va contenir un X. Voilà. Elle va également contenir un Y. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est bien. J'ai créé une classe point, mais cette classe-là et cette classe-là contient un X et un Y. Seulement, il y a un petit défaut pour mon point actuellement, c'est que mon point, je ne peux pas y accéder de l'extérieur. C'est-à-dire que si je vais dans mon programme, ici, je vais agrandir ma fenêtre, on va juste reprendre toute la place disponible. J'arrive ici, on va voir que je suis capable de créer une variable de type point. Alors, par exemple, je suis capable de dire point. Point. On voit qu'il a pris une couleur un peu turquoise sur mon écran. Je ne sais pas, moi, on va l'appeler origine. Tiens. Bon. Alors, point origine. Je viens de le déclarer. Alors, ici, déclaration d'une variable de type point. OK. Bon. Un point, par contre, ce que je vais vous apprendre, c'est qu'un point, ce n'est pas un type valeur. C'est un type référence. Bon, on en a vu plusieurs types références. Alors maintenant que j'ai déclaré mon point, d'après vous, comment je devrais faire pour le créer? Comment on a fait pour créer les autres types références? On a utilisé un mot spécial. Origine. Point. Origine, c'est le nom de la variable. Mais la variable ne contient pas encore un point. Elle est destinée à contenir un point. Elle est destinée à contenir la référence vers un point. Comment je pourrais faire? Quel est le mot-clé que j'ai utilisé quand j'ai voulu créer des types références? New. New. Alors ici, ben là, je pourrais dire origine est égal à new. New quoi? Ben, le système me dit ben, new point. Point virgule. Alors là, je viens de créer un point.
Alors, je viens de créer un point qui contient un X et un Y. Mais il y a un gros défaut. Mon point, ben, je ne suis pas capable de connaître le X et le Y. Actuellement, le X et le Y sont des données qu'on appellera privées à la classe, dans la classe. Alors donc, si elles sont privées, je ne peux pas y accéder. Alors, normalement, là, si je voulais accéder à quelque chose, comme dans mon point, je pourrais dire ceci. Alors, je veux juste faire afficher mon point, mais là, je pourrais dire console.writeLine. Et là, je dirais le point, le X égale, et là, je voudrais dire, bon, je vais le mettre comme ça, voilà. X égale, alors là, je voudrais dire mon origine, et là, je voudrais lui dire le X qui est dans l'origine. Alors, normalement, si je voulais dire le X qui est dans l'origine, je dirais ceci, point X. Seulement, vous voyez, il me dit, regardez ce qu'il écrit comme petit message d'erreur. Il me dit, point X est inaccessible en raison de son niveau de protection. Si vous voulez, la classe, elle protège ses éléments. Elle protège ses attributs. De nature, un attribut est privé. Alors, maintenant, je vais essayer de le rendre public. Mais là, le problème qu'il va me dire, c'est je pourrais le mettre public tout simplement. Et là, je pourrais le modifier et le lire, le voir et le modifier. Mais là, le point, lui, on ne veut pas, normalement, pouvoir le modifier de l'extérieur. Alors, parce que l'origine, est-ce que l'origine, ça change tout le temps, ça? Ou par défaut, l'origine, ça a une valeur spéciale? Ça change pas. Normalement, quand on parle de l'ordonnée à l'origine est à combien? 0. Donc, ici, l'origine, le point d'origine sur le plan cartésien, ça serait supposé être 0, 0. Donc, on ne veut pas que notre origine, elle change. Hein? Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est dire, mon X, je veux être capable de connaître sa valeur, mais je ne veux pas qu'on puisse la modifier. Alors ici, je vais écrire d'une manière que mon X, je vais être capable de dire, je veux le connaître, mais je ne veux pas que les gens qui utilisent l'objet puissent le modifier. Alors, voici comment je vais écrire ça. Je vais écrire public, intx, et là, à côté, je vais rédiger get, point virgule, private. Bon, là, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? Ce que je viens de dire, c'est que l'accès à X, qui est un entier, est maintenant public. Et là, je lui dis, il est public pour aller le lire, le get, pour aller le chercher, mais il est privé pour aller le modifier. Alors, en gros, maintenant, si vous remarquez avec ce que je viens d'écrire, origine.x n'est plus illégal, n'est plus en faute. Et je pourrais donc continuer, dire y égale, et de la même manière, dire origine point y et
point virgule. Mais là encore, oups, mon Y majuscule. Et là encore, mon Y n'est pas accessible, donc je fais la même chose. Public, INTY, get set. Bon. Ici, ce que je viens de mettre en place, c'est le principe d'encapsulation. Dans le principe d'encapsulation, l'objet, ici, origine, doit pouvoir contrôler l'accès à ces données internes. Une des manières simples de le faire, c'est de la façon dont je l'ai fait là. C'est-à-dire que dire, OK, tu veux connaître la valeur de ma donnée, pas de problème, mais je ne veux pas que tu la changes. Alors ici, donc, mon point est comme ça. Alors, si je compile et que j'exécute ça, il me répond ceci. Il me dit, mon X est égal à 0 et mon Y est égal à 0 également. Bon. Mais là, ce n'est pas pratique parce que, mettons que si j'ai un autre point, alors, mettons que je vais me créer un nouveau point, encore une fois, point, et je vais l'appeler un nom très original, autre point, et que je dis, ben, sur la même ligne, pourquoi pas, est égal à new point, et que je fais la même chose que pour l'autre, mais cette fois-ci avec autre point, point X et autre point, point Y, qu'est-ce qu'il va m'écrire? Ben, il m'écrit encore la même chose. X égale 0, Y égale 0. Là, bon, c'est pas pratique comment je l'ai fait, mais on va le faire comme ça. Origine, 2 points, et ici, autre point, 2 points. Alors, je recommence. Alors là, il me dit origine, X égale 0, Y 0, autre point, X égale 0, Y 0. C'est pas pratique parce que là, tous mes points que je vais créer ont toujours le X à 0 et le Y à 0 et je ne peux pas les changer. Alors là, on va mettre ce qu'on va appeler, on va mettre une fonction à l'intérieur de ça, une fonction particulière que nous appellerons le constructeur. Le constructeur va me permettre de donner une valeur initiale à mon point. Alors, regardons comment je vais m'y prendre. Tout d'abord, mon constructeur doit pouvoir être utilisé de l'extérieur de ma classe. Donc, je vais le mettre public. Mon constructeur, c'est une fonction un peu particulière qui porte le même nom que la classe. Je vais écrire point. Mais mon constructeur va recevoir des paramètres. Alors, par exemple, je vais dire int un x, int un y. Et là, ce que je vais dire, regardons, c'est que je vais dire mon attribut x, avec un x majuscule, est égal au paramètre x que je viens de recevoir. Et l'attribut y est égal au paramètre y. Vous remarquez qu'ici, j'ai le droit d'utiliser le x, même s'il est private set. J'ai le droit parce que je suis dans la classe. Dans la classe, j'ai le droit de faire ça. Mais de l'extérieur, regardez, si j'avais voulu changer quelque chose, par exemple, dire origine.x est égal à 5, là, il m'aurait dit
impossible d'utiliser le X là-dedans car l'accesseur n'est pas accessible. L'accesseur n'est pas accessible. Je n'ai pas le droit de faire ça. Bon. Alors donc, je viens de créer un constructeur qui va recevoir deux paramètres, X et Y, qui vont me permettre de donner une nouvelle valeur. Là, par contre, maintenant que j'ai un constructeur, il ne veut plus que je fasse point, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Il veut que je fasse ceci, new point, et que je donne une valeur. Alors, à l'origine, je pourrais dire 0,0. Et pour autre point, dire par exemple 5,8. Et là, à ce moment-là, si j'exécute, je suis capable d'aller modifier, d'avoir modifié mon point. Bon. Ici, évidemment, vous allez me dire, bon, c'est pas très, très utile ce que je viens de faire, mais en fait, oui et non, parce que maintenant, je viens de créer un objet point. Cet objet point, je peux aller en faire ce que je veux. Je peux créer un tableau de points. Je peux passer mon point en paramètres. Alors, des fois, au lieu d'avoir, par exemple, si je voulais passer les caractéristiques d'une personne en paramètres, il faudrait que je donne chaque paramètre, le nom, le prénom, l'âge, etc. Là, je pourrais juste avoir un objet, une classe. Alors, on va regarder justement ces choses-là. Alors, si on regarde ici, nous avons la déclaration de la variable de type point. Et ici, c'est plutôt ce que nous allons appeler la création, ou le vrai terme, c'est l'instanciation de l'objet. Alors, la classe, c'est ici, c'est la description de mon type. Et la variable qui appartient à une classe, qui est faite à partir d'une classe, on appelle ça un objet. Alors ici, donc, je déclare la variable de type point. Et cette variable va contenir la référence vers un objet de type point. C'est la même chose ici. Bon. On verra que je peux évidemment passer ça en paramètres. Alors, on va... Juste un instant, s'il vous plaît. C'est passé quelque chose, un message important qui vient d'apparaître. Juste une minute. OK. Bon. Alors, donc, ici, nous avons notre texte. Et mettons que je voudrais écrire une fonction qui permette d'afficher un point. Bien, ce point peut être passé en paramètre. Alors, pour l'instant, je pourrais donc dire statique void afficher. Le point, afficher point, mettons. Et dire, bien ça va recevoir une variable de type point. Un point. Et dire ici, bien, la même chose que je fais là. Admettons, console, un point. Et au lieu de faire ça, de dire afficher, point, et de lui envoyer autre point. Alors donc, je viens de passer un point en paramètre. Alors ici, on ne va pas marquer autre point, évidemment, ça va être un point, puis là, tout le monde va être heureux, et on exécute. Alors, on voit que ça fonctionne toujours. J'ai été capable de passer mon point en paramètre. Alors, ça fait donc une première présentation sur les
sur ce concept-là. Maintenant, avant de finir le cours, on va aller voir le mini-test que vous avez à produire rapidement. Euh, Oui, Si jamais on met classe publique, est-ce que ça change quelque chose ou... public, classe? Ouais, c'est ça. Non, ça ne change rien pour vous pour l'instant. Ah, ok, merci. Le contenu d'une classe est toujours privé. C'est simplement que là, on vient de dire qu'on va rendre la classe publique à d'autres programmes. Mais c'est tout. Bon, là, on va aller, c'est un premier exemple. On fera un tout petit bout de cours encore mardi prochain là-dessus. Alors, on va aller rapidement voir notre mini-test. Bon, finalement, le mini-test est sur Moodle dans le rubrique mini-test 4. Je vais simplement l'afficher. Ça va être beaucoup plus simple si je l'ouvre et je vous le présente. Il est donc disponible là-dedans. Vous avez normalement jusqu'à mardi pour le remettre. Le mini-test contient une série de thématiques. En fait, vous allez vous apercevoir que c'est un énorme travail de révision pour vous. Alors, donc, on retravaille sur les notions d'expression, relationnelle, arithmétique, logique, naturellement. On retravaille les alternatives avec des choses qui ont été plus ou moins bien réussies à l'examen. On retravaille également les répétitives, quelque part. Et finalement, on va travailler les tableaux. Bon, ça, c'est la partie jusqu'à la page 11. C'est la partie qui est à remettre mardi. La partie sur les classes, mon collègue a décidé que pour son groupe, il allait donner également il allait donner la partie sur les classes jusqu'à jeudi. Alors donc, vous avez la partie, vous remettez un premier document mardi qui contient tout jusqu'à la page 11 inclusivement. Les pages 12 et 13, ça sera pour jeudi. Avez-vous des questions? Bon, alors, n'oubliez pas pour la remise du document de ne renommer le fichier, c'est important. C'est-à-dire que vous devez prendre ce document-là, lui donner votre nom, Minitest 4 par exemple, je ne sais pas, Minitest 4 Philippe Thibodeau, si vous appelez Philippe Thibodeau, et vous remettez ce document-là dans Moodle comme d'habitude. Des questions, messieurs? Aucune question. Bon. Alors, messieurs, je vous souhaite donc un bon jeudi. Et si vous avez des problèmes, des questions, vous m'écrivez. Alors, sinon, passez une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir, merci. Au revoir.